Eh bien, salut à tous, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en programmation COBOL. Cette vidéo est dédiée à l'une des instructions les plus fondamentales en COBOL, l'instruction Move. Si vous avez déjà trempé vos pieds dans l'univers du COBOL, vous savez combien ce langage, bien qu'ancien, demeure pertinent et crucial dans de nombreux systèmes d'entreprise à travers le monde. Et au cœur de ce langage se trouve la capacité de manipuler et de transférer des données d'un point à un autre d'une manière précise et efficace. C'est là que l'instruction Move entre en jeu. Imaginez-vous avoir un outil qui, dans sa simplicité, vous permet de copier, de transférer, de reformater et d'adapter des données selon vos besoins. C'est le rôle du Move. Pourtant, comme avec tous les outils, la maîtrise vient avec la compréhension profonde de ses capacités, de ses limites et des techniques avancées qui l'entourent. C'est ce que l'on va voir. Dans cette vidéo, je vous propose dans un premier temps de poser les bases en termes de définition, de syntaxe pour l'instruction Move. Ensuite, on va voir l'utilisation du Move avec différents types de données. Je vous proposerai après de voir une syntaxe un petit peu plus avancée qui est le Move Corresponding. On ira également un peu plus loin avec des techniques avancées et des astuces, ainsi qu'une série d'exercices que vous pourrez effectuer pour vous exercer. Commençons par sa définition. L'instruction Move est, comme son nom l'indique, un outil pour déplacer des données. Mais qu'est-ce que cela signifie déplacer dans ce contexte ? En réalité, il s'agit plus d'une copie de données de la source vers la destination plutôt qu'un déplacement physique. Lorsque nous utilisons Move, la donnée source n'est pas supprimée ou modifiée, mais elle est reproduite dans la zone de destination. La beauté du COBOL réside souvent dans sa lisibilité et sa syntaxe presque naturelle. L'instruction Move ne fait pas exception à cette règle. Pour utiliser Move, la formule est simple. Move source to destination. Ici, source représente la donnée ou la variable que vous souhaitez copier et destination est l'endroit où vous souhaitez que cette donnée soit reproduite. Ensuite, pour maîtriser pleinement l'instruction Move en COBOL, il est essentiel de comprendre comment elle interagit avec les différents types de données. COBOL distingue plusieurs types de données qui peuvent être manipulées à l'aide de l'instruction Move. Voici les deux principales catégories. On a les données numériques, composées uniquement de chiffres et éventuellement de signes, plus ou moins. Exemple, PIC 925, PIC S925.3. Et on a également les données alphanumériques, qui peuvent contenir des lettres, des chiffres et d'autres caractères, par exemple PIC X de 10. Voyons dans un premier temps l'utilisation de Move avec les données numériques. En fait, ces données elles sont omniprésentes en programmation. Elles servent notamment à représenter des montants, des comptages, des indices, etc. Pourtant, leur manipulation en COBOL, en particulier avec le Move, nécessite une attention particulière. En fait, avec les données numériques, il faut faire attention notamment aux zéros non significatifs et aux signes. Concernant les zéros non significatifs, en fait en COBOL, il est possible d'avoir des zéros qui n'ont pas de valeur réelle. Par exemple, la valeur 0012 est équivalent à 12. Lors de l'utilisation de Move, ces zéros non significatifs sont conservés, sauf si la destination évidemment est un champ numérique sans zéro non significatif. Dans cet exemple, 0012 est déplacé vers un champ, vers une variable qui ne peut contenir que deux chiffres. Donc les zéros non significatifs sont éliminés dans ce processus. En effet, l'instruction display du nombre 2 à la fin du programme nous permet d'afficher la valeur 12 sans les deux zéros non significatifs. Ensuite, on a les signes. En fait, les champs numériques peuvent être signés ou non signés. Lors du déplacement d'une valeur signée vers une zone non signée, et vice-versa, en fait, il est crucial de comprendre comment COBOL gère le signe. Habituellement, le signe est stocké dans le bit de droite le plus loin, en fait sous forme de lettres pour les formats ASCII.
Ici, dans cet exemple, bien que la valeur source soit négative, le champ de destination étant non signé, il ne conservera que la valeur absolue du nombre. En effet, on va déplacer la valeur signée moins 123 dans une variable déclarée en pic9 de 3 non signée, et donc le display du nombre non signé va nous donner 123, donc la valeur absolue de moins 123. En ce qui concerne les erreurs courantes et comment les éviter, en fait, il y a le dépassement de capacité. Si vous déplacez une grande valeur numérique dans un petit champ, eh bien cela peut entraîner un dépassement et une troncation, comme par exemple dans l'exemple suivant. En fait, ici on va chercher à déplacer une variable en pic9 de 5 dans une variable en pic9 de 3. En fait, avant de déplacer les données, il faut s'assurer que la taille de la source correspond à la taille de la destination, ou bien contrôler la taille de la donnée source pour s'assurer qu'elle ne dépasse pas la capacité du champ de destination. Par exemple, regardons ce code. On retrouve, comme précédemment, nos deux variables, en pic9 de 5 pour l'une et en pic9 de 3 pour l'autre. S'ajoutent également deux variables, nombre 1 taille et nombre 2 taille, dans lesquelles on va stocker la taille des variables nombre 1 et nombre 2. Pour récupérer cette taille de variable, on va utiliser la fonction length dans une instruction compute. En fait, le compute, c'est une instruction COBOL pour les calculs arithmétiques. WSNB1 taille va nous servir de conteneur à l'opération qu'il y a après le égal. Et en fait, cette opération, c'est fonction length de nombre 1. En fait, cette fonction, elle va retourner la longueur de la chaîne WSNB1, à savoir 5. On fait la même chose avec le nombre 2. Et ensuite, on utilise une alternative dite simple avec un if, else and if. Si la taille du nombre 1 est supérieure à celle du nombre 2, on va afficher un message d'erreur. Sinon, on effectue notre instruction move. Passons désormais à l'utilisation du move, mais pour les données alphanumériques. Les données alphanumériques, combinant lettres, chiffres et autres caractères, sont fréquemment utilisées pour stocker des informations comme les noms, les adresses ou les identifiants. Avec ces données, il faut faire attention aux espaces et aux caractères non imprimables. En ce qui concerne les espaces, en fait, si un champ alphanumérique source est plus court que la destination, eh bien COBOL complétera la destination avec des espaces. Regardons l'exemple suivant. On a défini deux variables. Une première variable WSSource qui est définie en picx de 3 et qui est initialisée avec les valeurs A, B et C. Et une variable WSDes pour destination qui est définie en picx de 10 et initialisée avec des espaces. Ensuite, lorsque l'on fait un move de la source vers la destination et que l'on affiche la variable destination, on va afficher les lettres A, B et C suivies de cet espace. Maintenant, on a également les caractères non imprimables. En fait, ces caractères, ils sont traités comme n'importe quel autre caractère. Cependant, lors du déplacement entre différents types de champs, en fait, il se peut que la représentation change, comme par exemple dans l'exemple suivant. Dans cet exemple, texte original est initialisé avec la chaîne bonjour et les trois derniers caractères sont ensuite remplacés par des low value, c'est-à-dire des octets de valeur 0. Ensuite, le contenu de texte original est déplacé vers la variable texte copy. En fait, lors de l'affichage, vous ne verrez pas les low value, mais vous pouvez être sûr qu'ils ont été déplacés car les deux variables ont la même taille. En fait, cet exemple montre que les low value sont traités comme n'importe quel autre caractère, même si ce code n'a aucun intérêt précis. Par contre, les low value, ils peuvent avoir plusieurs utilités selon le contexte et ce coup-ci avec un rôle majeur. Donc, par exemple, on peut utiliser low value pour initialiser une variable afin de s'assurer qu'elle ne contient aucun caractère résiduel ou indésirable. On pourrait dans certains cas également l'utiliser comme une condition pour tester si une variable a été modifiée ou non depuis son initialisation. Bref, on peut en faire une vidéo entière et ce n'est pas le sujet. Voilà, pour terminer sur ces données alphanumériques, on peut regarder ensemble en fait les deux règles de remplissage. Donc, lorsque la source elle est plus courte ou lorsque la source elle est plus longue que la destination.
Lorsque la source est plus courte, en fait la destination sera complétée par des espaces pour atteindre sa taille déclarée. Donc ça, c'est ce que l'on a vu avant. Petit conseil, cela peut être utile en fait pour garantir que tous les champs aient une longueur fixe, par exemple lors de la création de rapports formatés. Dans le cas où la source est plus longue, en fait la destination sera tronquée pour s'adapter à sa taille déclarée. Cela peut entraîner une perte d'information. Il est donc essentiel de s'assurer que la destination est suffisamment grande pour accueillir la donnée source. On voit assez simplement ici que l'on a déclaré deux variables, une variable source définie en pixx de 15 et initialisée avec les lettres de l'alphabet jusqu'à la lettre O, et une variable destination définie en pixx de 10 qui est initialisée avec des espaces. Ensuite, on fait un move de la variable source vers la variable destination et on affiche cette variable destination à l'aide de l'instruction display. Alors au final, on va afficher les lettres de l'alphabet, mais ce coup-ci que jusqu'à la 10e position, c'est-à-dire la lettre J. En effet, les dernières lettres, les 5 dernières, ont été tronquées. Petit conseil, en fait, il faut s'assurer toujours de la capacité du champ de destination pour éviter la troncation et la perte d'informations. Si nécessaire, vous pouvez effectuer des contrôles avant le déplacement pour gérer ces cas de figure, comme on a vu auparavant. Bon voilà, maintenant que l'on a vu les bases, on va voir une autre forme de l'instruction move. L'instruction move, en fait, dans sa forme basique, elle est extrêmement utile pour transférer des valeurs d'un champ à un autre. Cependant, dans des situations où nous avons des structures de données plus complexes, telles que des zones de groupe, une forme avancée de move peut s'avérer particulièrement efficace, c'est le move corresponding. En fait, move corresponding, c'est une instruction spécifique conçue pour déplacer les données entre deux groupes basés sur les noms et les champs correspondants. Plutôt que de déplacer chaque champ individuellement, cette instruction permet de transférer des données entre des champs qui partagent le même nom dans leurs groupes respectifs. Donc par exemple, si on prend l'exemple suivant, si nous voulions déplacer les données de employé 1 à employé 2 tout en conservant les champs correspondants, nous pourrions utiliser l'instruction move corresponding. Move corresponding de employé 1 to employé 2. Après cette instruction, prénom et nom de employé 1 seraient copiés dans employé 2. Cependant, la variable adresse dans employé 2 resterait inchangée car il n'a pas de champ correspondant dans employé 1. Voilà, je pense que vous avez compris la logique. Mais maintenant, quand même, prenons le temps de voir ensemble quand on peut utiliser ce move corresponding et quand on doit l'éviter. Tout d'abord, quand on peut l'utiliser. En fait, lorsque vous avez des structures de données similaires avec de nombreux champs correspondants pour simplifier le code et éviter les instructions move répétitives. C'est là où c'est intéressant. En fait, supposons que nous ayons deux structures, l'une pour les données en entrée et l'autre pour les données en sortie, qui ont de nombreux champs similaires. Dans ce cas, c'est très intéressant d'utiliser le move corresponding car cela nous permet d'éviter d'utiliser trois instructions move distinctes. On utilise une seule instruction move corresponding. On peut également l'utiliser lors de la conversion ou de la migration de données entre deux versions d'une structure de données. Je m'explique. Si on suppose une mise à jour de notre programme ou une nouvelle structure de données qui est introduite avec des champs additionnels, en utilisant le move corresponding dans ce cas de figure, en fait les données de l'ancienne version peuvent être facilement migrées vers la nouvelle version. Ensuite, quand est-ce qu'il faut éviter de l'utiliser? Alors, je dirais déjà, si seulement on a quelques champs qui doivent être transférés. En fait, une instruction move classique peut être beaucoup plus claire. On peut éviter aussi lorsque des transformations ou des opérations spécifiques doivent être appliquées à certains champs pendant le transfert. Il faut éviter toute confusion. Si on a des opérations à faire, il faut éviter d'effectuer des moves corresponding dans lesquels on peut s'en mêler les pinceaux. Et pour finir, si les structures ont des champs avec des noms identiques, mais des significations ou des usages différents, utiliser move corresponding, et bien là, ça peut entraîner des erreurs ou des confusions.
Par exemple, dans l'exemple ci-dessous, en fait, si j'utilise un move corresponding, ça pourrait être trompeur, car bien que les variables id matière correspondent entre les deux zones groupes, eh bien le nom matière dans matière collège et non enseignant dans matière étudiant n'ont pas du tout la même signification. En fait, une telle utilisation pourrait entraîner des erreurs et des confusions. Bon voilà, on en a terminé avec le move corresponding. Maintenant, je vous propose de passer à la partie technique avancée et astuces. Donc en fait, à mesure que vous vous familiarisez avec l'instruction move en COBOL, vous découvrirez qu'elle peut être combinée avec d'autres instructions et techniques pour accomplir des tâches un petit peu plus complexes. Alors, déjà, on peut voir ensemble l'utilisation de move pour le reformatage de données. Supposons que nous avons une date au format année-mois-jour dans une variable date source et que nous voulons la reformater en jour, mois et année séparés par des slash dans une variable date cible. Eh bien, on pourrait le faire de la façon suivante à l'aide du move. En fait, dans cet exemple, on a défini une variable date source qui est définie en pic 9 de 8 et qui est valorisée avec la valeur 2023 10 30, c'est la date que l'on veut reformater. On déclare également une zone de groupe date cible qui va contenir plusieurs zones élémentaires dépendantes, notamment les variables jour, mois, année définies en pic 9 de 2 pour le jour et les mois et en pic 9 de 4 pour l'année. Jour, mois et année sont séparés par des fileurs définis en pic X de 1 et qui prennent la valeur slash. Dans la procédure division, en fait, on va déplacer certaines parties de la date source dans chacune des variables élémentaires. Donc, par exemple, pour le jour, on va aller piocher dans la date source en 7e position sur 2 caractères. Tandis que pour l'année, on va aller piocher en 5e position sur 2 caractères. Et pour l'année, on va prendre la valeur de la date source en première position sur 4 caractères, donc 2023. Si on affiche la zone de groupe date cible, on va retrouver le format désiré, à savoir 3010-2023 séparé par des slash. Autre chose que l'on peut voir, c'est l'utilisation de move en tandem avec d'autres instructions, comme les instructions conditionnelles. En fait, c'est évident, mais il est important de le mentionner. Par exemple, si nous voulons déplacer une valeur seulement si elle est positive, vous pouvez utiliser un move au sein d'une alternative if, par exemple, ou même au sein d'un evaluate pour gérer plusieurs conditions. Lorsque la source est supérieure ou égale à 100, on va déplacer une certaine chaîne de caractères dans la variable commentaire. Si la source est supérieure à 0 et strictement inférieure à 100, on va déplacer une autre chaîne de caractères. Et dans tous les autres cas, donc considérant que la source est négative, on va déplacer également une autre chaîne de caractères. Il existe également des moyens d'optimiser la performance. En fait, en COBOL, même si le COBOL est très robuste et fiable, il est toujours utile de connaître quelques astuces pour optimiser la performance. Premièrement, on peut chercher à minimiser les opérations move. En fait, si plusieurs champs doivent être déplacés vers la même destination, envisagez d'utiliser des structures pour réduire le nombre d'instructions move. Par exemple, vous avez une structure de données avec plusieurs champs que vous souhaitez tous déplacer vers une autre structure. L'approche standard serait d'effectuer une succession de moves. Mais de manière optimisée, nous opterions plutôt pour cette approche. Avec l'approche optimisée, en fait, on va réduire les 3 instructions move en une seule, tout simplement. Il y a évidemment d'autres manières d'optimiser la performance, mais c'est vrai que l'on est déjà à plus de 19 minutes de vidéo. Au moins, on aura vu les bases, les grandes lignes quant à l'utilisation de l'instruction move. Pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir plus de contenu, évidemment, vous avez plus d'informations dans les formations COBOL sur notre site From Zero to COBOL. Et bien voilà, je pense que l'on a fait le tour des principales utilisations de l'instruction move et de ce à quoi il faut vraiment prêter attention pour éviter les erreurs. Je vous propose désormais de mettre en pratique ce que l'on vient de voir avec une série de petits exercices. Donc déjà, premier exercice, déplacer les données d'un champ à un autre. Créer 2 champs,
l'un pour la source et l'autre pour la destination. Utilisez l'instruction move pour déplacer la donnée de la source vers la destination. Dans le deuxième exercice, on peut gérer les problèmes de troncation. Donc, je vous propose de déplacer une donnée d'un champ plus grand vers un champ plus petit, observer le résultat et discuter de la manière de gérer les problèmes de troncation. Ensuite, remplissage avec l'instruction move. Créer une source plus petite que la destination. Utilisez move et observez comment COBOL remplit les espaces vides. Tout ça, on a vu ensemble. Prochain exercice, utilisation de move avec le reformatage de données. Alors, pour cela, on peut transformer une date au format année, mois, jour en jour, mois, année séparés par des slash en utilisant move et d'autres instructions COBOL. Et pour finir, pourquoi pas combiner move avec des instructions conditionnelles, donc utiliser move en conjonction avec l'instruction if, par exemple, déplacer une valeur seulement si elle est numérique. Et bien voilà, on en a terminé pour l'instruction move. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, que ce soit sur la partie théorique ou sur les exercices que je viens de mentionner, si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si vous n'y arrivez pas pour avoir la solution. Pour le moment, je vous invite à aller consulter notre site From Zero to COBOL si vous souhaitez en savoir plus sur ces notions et bénéficier d'un ensemble de formations complètes en COBOL sur TSO, ISPF et les JCL et tout ça en partant de zéro. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, les abonnements, les commentaires. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!